Bonjour et bienvenue à cette période de questions-réponses en direct amélioration de l'accès aux soins primaires. Je suis Jennifer Major et je suis responsable principale de programme à Excellence en Santé Canada. Avant de commencer, je vais passer en revue quelques aspects techniques de la séance d'aujourd'hui. D'abord, cette séance est enregistrée. Deuxièmement, certaines portions de ce webinaire auront lieu en anglais et en français. Conséquemment, nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée. Veuillez choisir la langue de votre choix à partir du menu d'interprétation. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation au bas de votre écran, vous pouvez regarder en bas, chercher le bouton avec trois points, les points de suspension où il est écrit plus, et à ce moment-là, vous pourrez choisir l'anglais ou le français. Si vous voulez entendre la langue parlée, alors si vous préférez entendre la langue d'origine, vous n'avez qu'à ne pas activer l'interprétation. Troisièmement, on vous invite à poser vos questions et vos réponses en vous servant du clavardoir. Nous aurons une période de questions à la toute fin, mais nous répondrons également aux questions dans le clavardoir au fur et à mesure. Enfin, si vous avez besoin de soutien pendant ce webinaire, veuillez contacter le soutien technique à l'aide de la fonction de clavardage direct. Alors, cette séance est organisée à Ottawa, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Je reconnais et apprécie profondément leur lien historique avec ce lieu et je suis reconnaissante de pouvoir me joindre à vous ici aujourd'hui. Alors, la photo que vous voyez à l'écran montre les magnifiques tulipes du Festival des tulipes d'Ottawa où je me suis rendue il y a quelques semaines. Je vous invite à vous présenter vous aussi dans le clavardoir et à nous dire d'où vous vous branchez aujourd'hui. Alors, imaginez un avenir où chacun reçoit les soins dont il a besoin au bon moment et au bon endroit, où davantage de personnes ont accès aux soins primaires lorsqu'elles en ont besoin et où les urgences ne sont pas le seul moyen d'obtenir des soins qui devraient être dispensés au niveau primaire. Imaginez un avenir où davantage de personnes peuvent vieillir chez elles dans la dignité et où les soins de longue durée sont prodigués avec compassion et adaptés aux personnes qui en ont besoin, où le personnel de la santé est soutenu et montre la voie à suivre. C'est pourquoi Excellence en Santé Canada vous invite à vous joindre à Cap Santé, un mouvement pan-canadien réunissant des personnes qui améliorent les soins en partageant leur savoir et en appliquant des approches éprouvées pour des soins sûrs et de grande qualité. Cap Santé se concentre sur quatre priorités clés qui sont affichées en jaune sur cette diapositive. Élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services d'urgence. Aider davantage de personnes à vieillir là où elles se sentent chez elles. Promouvoir des soins de longue durée sûrs et centrés sur la personne. Et enfin, soutenir le personnel de santé. Dans le cadre de la séance d'aujourd'hui, nous aborderons surtout l'offre intitulée Amélioration de l'accès aux soins primaires, qui reflète principalement la priorité de Cap Santé que vous voyez ici, élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services d'urgence. L'ensemble des offres du programme Cap Santé s'articule autour de quatre axes stratégiques identifiés par ESC qui peuvent contribuer à réduire la pression sur les services d'urgence. Ces quatre axes sont soutenir la promotion de la santé et la prévention des maladies à l'échelle communautaire, élargir l'accès aux soins primaires, accroître la pertinence des soins à l'aide des services intégrés et favoriser le renforcement du personnel de santé. Alors voici les quatre nouvelles offres de Cap Santé dans le cadre de la voie élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services d'urgence. Alors, le défi Soins appropriés est un programme de 12 mois destiné aux organisations qui s'engagent activement à améliorer l'accès aux soins et à alléger la pression sur les services d'urgence. Et les organisations sanitaires et sociales à tous les stades de leur processus d'amélioration de la qualité peuvent y participer, notamment celles qui ont récemment identifié un besoin, conceptualisé une solution ou déjà commencé la mise en œuvre. Tout au long du défi, plus de 900 000 de prix seront remis aux équipes, une seule équipe pouvant remporter jusqu'à 34 250 si elle remportait les six prix. Nous sommes également heureux de nous associer à la Fondation Graham Beck, qui apportera son soutien aux équipes des services intégrés pour la jeunesse en leur offrant cinq prix de 10 000 chacun.
Les équipes participantes auront accès à des activités d'apprentissage virtuel, de coaching et de réseautage afin de faire progresser des initiatives singulières d'amélioration des soins de santé et garantir que les patients reçoivent des soins appropriés au bon moment et au bon endroit. Renforcer les soins intégrés est un programme de 12 mois qui réunira jusqu'à 100 organisations de soins primaires et communautaires. Les équipes doivent être activement engagées dans la mise en place ou le développement de modèles de soins en équipe susceptibles de réduire la pression sur les services d'urgence ou encore d'élargir l'accès aux soins. Les équipes peuvent être basées dans des structures de soins primaires ou dans un environnement lié aux soins primaires ou communautaires. Par exemple, un centre hospitalier, les soins à domicile, la santé mentale, les soins palliatifs. En participant au programme Renforcer les soins intégrés pour faire progresser votre travail, le travail que votre organisation réalise déjà, votre équipe pourra recevoir jusqu'à 10 000 de financement de démarrage, des séances d'encadrement et des conseils d'experts, des possibilités d'apprentissage virtuel et de réseautage et enfin, Paramédic et prescription sociale est un programme de 18 mois destiné à aider les services paramédicaux à améliorer et à intégrer davantage la prescription sociale dans les modèles de services. Les candidats admissibles peuvent être des organismes, services paramédicaux publics ou privés du Canada. Les équipes qui sont en phase de planification, de mise en œuvre, de pérennisation ou de diffusion de la prescription sociale au sein des services paramédicaux sont invitées à postuler. Les équipes retenues recevront un financement de démarrage, des appels d'encadrement de groupe, des ressources et des expériences d'apprentissage virtuel et en personne qui favorisent les liens entre pairs et le développement des connaissances. Et bien sûr, l'offre sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui, le programme d'amélioration de l'accès aux soins primaires, aidera les organismes de soins primaires qui travaillent en équipe à gagner en efficacité et à optimiser le fonctionnement de leurs équipes afin qu'ils puissent améliorer l'accès aux soins pour les patients et l'expérience de travail pour l'équipe de soins primaires. Alors, je tiens à remercier les 26 organismes qui soutiennent le mouvement pan-canadien Cap Santé et qui aident ESC à promouvoir le changement partout au Canada et qui s'engagent à atteindre des objectifs communs en matière de santé. Plus précisément, pour l'offre amélioration de l'accès aux soins primaires, ESC discute également de possibilités de collaboration avec le Fonds de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Fonds FMOQ, qui s'est engagé à faire progresser l'accès avancé au Québec. Une partie de cette collaboration consisterait donc à examiner comment le Fonds FMOQ et ESC pourraient travailler ensemble pour soutenir les équipes du Québec. Par exemple, en fournissant un encadrement au fonds FMOQ qui travaillera avec les coachs de ESC qui soutiennent toutes les équipes présentes au Canada. Alors, l'amélioration de l'accès aux soins primaires est une offre de 18 mois qui aidera 25 organismes de soins primaires qui travaillent en équipe à mettre en œuvre l'accès avancé contemporain. L'accès avancé est un modèle d'amélioration de la qualité largement approuvé qui permet aux patients d'accéder aux services de soins primaires lorsqu'ils en ont besoin, tout en garantissant la continuité des soins. Il y parvient en créant des gains d'efficacité en optimisant le fonctionnement des équipes des établissements de soins primaires. Cette offre s'inspire des travaux menés par Isabelle Gaboury, Mylène Breton et d'autres chercheurs de l'Université de Sherbrooke et elle s'appuie également sur le programme Augmenter l'efficacité pour améliorer l'accès aux soins de l'Alliance pour des communautés en meilleure santé de l'Ontario, dont Laurie Zager était la principale coach. Isabelle et Laurie se joignent à moi aujourd'hui pour répondre à vos questions un peu plus tard. Les résultats attendus pour les équipes sont les suivants. Un meilleur accès aux soins pour les patients tout en garantissant la continuité des soins et une amélioration de la satisfaction au travail et de la collaboration des équipes, tant pour les prestataires que le personnel administratif. Par exemple, le personnel administratif pourrait être moins stressé s'il est plus facile pour lui de préparer les rendez-vous pour les patients. De même, l- cette offre a été conçue depuis environ un an, surtout par Excellence Santé Canada et par un petit groupe d'experts, dont Laurie Zager, Jennifer Rayner, Mylène Breton et Isabelle Gaboury. Alors, merci à ce groupe de travail pour ces travaux.
Alors, qui est admissible? Les organisations admissibles comprennent les cliniques de soins primaires ou les organismes qui prodiguent des soins primaires en équipe. Les soins primaires en équipe signifient collaboration de professionnels de la santé qui travaillent ensemble pour prodiguer des soins aux patients. Les conditions d'admissibilité supplémentaires et les critères de sélection sont les suivants, ce que vous voyez à l'écran, à savoir une équipe engagée, dont un cadre parrain, un chef d'équipe et un responsable de l'évaluation ou des mesures. Cette équipe se réunira plusieurs fois par mois avec un coach attitré et les équipes travailleront avec ce coach pour planifier, tester et évaluer les changements organisationnels nécessaires à la mise en place de l'accès avancé. Un problème ou un défi clairement identifié qui serait résolu par l'accès avancé, car cette offre vise à améliorer l'accès pour les patients en temps voulu. Il s'agit donc d'organisations qui ont un problème de temps d'accès, de délai d'accès. L'engagement au partage de données pour éclairer la marche à suivre, dont un programme concernant l'accès hebdomadaire à l'ensemble des prestataires. C'est également une exigence et un engagement au partage de données pour éclairer les stratégies de essai, dont le nombre de patients individuels ou usagers qui ont reçu des soins à la clinique en participant à cette offre. Cette information sera recueillie et vous en rendrez compte trimestriellement, ainsi que le nombre de visites aux urgences évitées, parce que les patients ont pu recevoir des soins de la part de cette clinique. Alors, ESC travaillera avec chaque équipe pour déterminer le meilleur moyen d'obtenir cette information euh, une fois qu'on aura envoyé les invitations à se joindre au programme. Donc, qu'est-ce que l'accès avancé, l'accès adapté et comment les équipes pourront-elles le mettre en œuvre dans leurs organismes de soins primaires par l'entremise de notre offre de l'amélioration de l'accès aux soins primaires? Alors, avec des coachs dédiés, les équipes se renseigneront et inscriront des changements organisationnels pour élargir l'accès adapté, fondé sur les 5 piliers de l'accès adapté ou avancé que vous voyez à l'écran. Les équipes pourront identifier les domaines principaux d'amélioration, ou les changements nécessaires pour permettre l'accès adapté dans leur milieu. Chaque pilier identifie un domaine de travail qui est nécessaire à la mise en œuvre réussie de l'accès adapté. Par exemple, un des 5 piliers se concentre sur l'équilibre de la disponibilité des rendez-vous avec les demandes des patients, de sorte que les patients puissent obtenir des rendez-vous en temps voulu. D'autres stratégies euh, peuvent, par exemple, comprendre l- l'examen de la prise de rendez-vous pour appliquer des stratégies qui permettent d'ouvrir davantage de rendez-vous le jour suivant ou alors des rendez-vous dans les 48 heures. Les coachs pourront travailler avec les équipes pour les aider à optimiser le rôle de chacun des prestataires de l'équipe pour que ce soit plus facile pour les patients d'avoir accès au prestataire qui est le mieux placé pour répondre à leurs besoins dans les délais les plus serrés. Alors, dans le clavardoir, vous trouverez un lien vers un document en 2 pages qui décrit le modèle de l'accès adapté qui devra être appliqué par les équipes sous la surveillance d'un coach. Alors, ici, vous avez le cheminement en 7 étapes qui sera suivi par les coachs et leur équipe. Alors, de nouveau, avec un coach attitré, les équipes pourront créer une charte d'amélioration qui décrira la difficulté d'accès ainsi que la possibilité d'amélioration. À la première étape, vous verrez qu'il faut d'abord identifier le problème, la possibilité d'amélioration concernant l'accès. À l'étape 2, vous allez constituer une équipe d'amélioration qui sera chargée de diriger le travail d'amélioration. Vous aurez un cadre parrain, un chef d'équipe et un responsable de l'évaluation. Euh, C'est nécessaire pour la candidature, mais les coachs aideront les équipes à ajouter d'autres personnes à l'équipe au besoin. En fonction des défis et des possibilités singulières de chaque équipe, les équipes auront des énoncés d'objectifs, des mesures et mettront à l'essai des idées de changement au moyen de cycles PDSA, planifier, faire étudier, agir, en utilisant des données d'amélioration. Et les coachs aideront les équipes à mettre en œuvre et à pérenniser les idées de changement qui amélioreront l'accès pour les patients.
et amélioreront l'expérience des prestataires. Alors, je vais vous donner un exemple d'une mise en œuvre réussie de l'accès adapté grâce au modèle de coaching qui est offert par le programme Amélioration de l'accès aux soins primaires. Après 6 mois de mise en œuvre de l'accès adapté avec le soutien de SC, Isabelle Gabory, Mylène Breton et leur équipe de l'Université de Sherbrooke ont aidé 4 cliniques du Québec à obtenir les résultats suivants. Amélioration de l'accès aux soins primaires en équipe avec une réduction moyenne de 7 jours du délai d'attente pour obtenir un rendez-vous, davantage de rendez-vous disponibles dans les 48 heures et une meilleure expérience pour les prestataires qui ont signalé une réduction de leur charge de travail, une diminution des tâches administratives et une plus grande satisfaction professionnelle. Vous trouverez un résumé de 2 pages de ce que je viens de décrire sur le site Internet d'ESC et probablement dans le clavardoir. Alors, cette diapositive présente les avantages de cette offre. Alors, les équipes seront admissibles à l'obtention de 15 000 jusqu'à concurrence de 15 000 pour le financement de démarrage, en plus du soutien par un coach que je viens de décrire. La possibilité de rencontrer d'autres personnes pour partager, apprendre et célébrer vos réussites ensemble grâce à des activités d'apprentissage virtuelles et en personne. Et la possibilité de faire connaître votre équipe et vos travaux grâce à des bulletins d'information, le site d'Internet et les réseaux sociaux de SC, en plus de possibilités de réseautage. Cette diapositive vous présente le calendrier de l'amélioration de l'accès aux soins primaires. Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et doivent être soumises avant le 27 juin. Les candidatures doivent être soumises en ligne au moyen du portail communautaire de SC. Nous allons verser le lien dans le clavardoir également. Vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire en une seule fois. Vous pouvez commencer à remplir le formulaire et vous arrêter pour terminer, pourvu que vous l'envoyez avant le 27 juin. Nous vous encourageons à commencer dès que possible, de sorte que si vous êtes intéressé, nous pourrons vous aider à répondre à vos questions. Alors, dès la semaine prochaine, nous allons commencer à contacter les équipes qui ont amorcé une demande pour offrir de l'aide si jamais cela vous est utile. Les candidats seront informés d'ici le 31 juillet et devront envoyer leur convention signée RSC avant le 27 août. Et les activités du programme commenceront en septembre et se dérouleront sur une période de 18 mois jusqu'à février 2027. Alors, s'agissant des activités, nous avons un document qui montre des détails sur les activités et les éléments livrables qui seront versés dans le clavardoir. L'activité principale dans ce cas-ci est le coaching. Chaque équipe rencontrera un coach attitré ou un petit groupe de coachs 2 à 3 fois par mois de manière virtuelle, avec la possibilité de 2 séances de coaching en personne. Les coachs aideront les équipes à suivre le parcours d'amélioration à cette étape que j'ai présenté précédemment afin d'étudier et d'appliquer l'accès adapté dans leur contexte. Il y aura aussi 5 webinaires qui réuniront toutes les équipes pour favoriser le partage, l'apprentissage et le réseautage. De plus, nous organiserons d'autres activités virtuelles selon des thématiques liées à la qualité et la sécurité tout au long du programme. Les éléments livrables sont, entre autres, le 10 septembre, tous les membres du personnel de la clinique ou de l'équipe, de l'organisation, seront invités à remplir un bref questionnaire électronique sur leur expérience en tant que prestataire. Ce questionnaire prendra environ 20 minutes à remplir et il devra être repris en février 2027, donc à la fin du programme. Et c'est censé évaluer l'amélioration dans l'expérience des prestataires pendant la participation ou suite à la participation au programme. En outre, le 10 septembre, les coachs travailleront avec les équipes afin d'obtenir la mesure de référence actuelle pour le troisième rendez-vous disponible pour chaque prestataire au sein de l'organisme ou de l'équipe. Le troisième rendez-vous disponible est la somme des jours entre le moment où un patient demande un rendez-vous et le moment du troisième rendez-vous disponible pour n'importe quel patient. Cette mesure doit être recueillie chaque semaine par les équipes avec le soutien de leur coach et pour tous les prestataires ou la plupart d'entre eux. Le 15 décembre, c'est à ce moment-là qu'il faudra
remettre son premier rapport sur les éléments stratégiques pour ESC. Cela comprend le nombre de patients ou usagers individuels qui ont reçu des soins au sein de l'organisme ou de l'équipe en participant au programme ESC, ainsi que le nombre de visites aux urgences que les patients ont évitées parce qu'ils ont pu recevoir des soins au sein de l'équipe ou de l'organisme de soins primaires. Comme je le disais, ESC travaillera avec chaque équipe pour l'aider avec la collecte de cette information. Le 16 janvier, il y a une charte d'amélioration que chaque équipe devra remettre. D'ailleurs, il y travaillera avec les coachs constamment. Et vous allez partager cela avec ESC pour que, à ESC, les coachs puissent mieux comprendre les apprentissages et d'ailleurs partager les apprentissages entre les équipes. Et nous présenterons ces apprentissages, si cela vous convient, dans certains de nos webinaires. Puis en février, les équipes rédigeront un rapport final et rempliront aussi un questionnaire final. Alors, à la prochaine diapositive, vous avez un résumé des choses que je viens de présenter. Donc, comme je disais, les conditions d'admissibilité générale, l'offre elle-même, les activités et aussi les dates importantes à retenir pour la candidature. Ça vaut peut-être la peine de le rappeler. Les candidatures sont ouvertes maintenant et ce jusqu'au 27 juin prochain. Et vous devez les envoyer grâce au portail de SC. Vous trouverez un lien vers le portail dans le clavardoir. Un peu plus tard, je vous donnerai l'occasion de visionner une courte vidéo qui présente le processus de candidature. Et comme je disais précédemment, vous n'avez pas besoin de remplir votre candidature en une seule fois, mais plutôt vous commencez plus vite, ESC pourra entrer en contact avec vous pour répondre à vos questions pendant que vous remplissez le formulaire. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les trois autres offres que nous avons présentées un peu plus tôt. Alors, à présent, c'est le moment de passer à vos questions. Et pendant mon aperçu, je n'ai pas examiné le clavardoir. Alors, je vais le faire maintenant. Mais avant de le faire, j'ai quand même dit que Isabelle Gabory et Laurie Zagre étaient présentes. Alors, je me disais, puisqu'elles sont toutes les deux coachs pour ce programme, vous aurez l'occasion de travailler avec elles. Si vous faites partie de cette offre, je me disais peut-être que je pourrais demander d'abord à Isabelle, puis à Laurie, de répondre à une question pendant que je prends connaissance des autres. Alors, Isabelle, je vous cède la parole. Alors, grâce à cette offre de l'amélioration de l'accès aux soins primaires, les équipes vont travailler avec les coachs pour identifier des changements qu'elles veulent envisager. Est-ce que vous pouvez présenter un exemple de changement que vous avez observé dans une organisation de soins primaires qui a bien réussi? Oui, volontiers. Bonjour. Je pourrais dire que je pourrais répondre à vos questions en français aussi. Si vous faites partie du groupe francophone. Alors, et c'est intéressant, Jennifer, car il y avait une question dans le clavardoir à ce sujet. Est-ce qu'on nous impose des solutions ou est-ce qu'on nous impose une solution unique? Et la réponse est non. Nous prenons une approche vraiment pure sur le plan d'amélioration de la qualité. Alors oui, nous avons des solutions. Laurie et moi avons encadré moins 60 cliniques depuis 5 à 7 ans. Et donc, nous savons que certaines idées de changement fonctionnent mieux que d'autres, mais nous savons aussi que pour qu'une idée de changement soit pérenne, elle doit s'adapter à votre clinique, à votre contexte. Et parfois, ce qui fonctionne à la clinique d'à côté ne fonctionnera pas chez vous. Et c'était ma réponse à la question. C'est vous qui avez les rênes. Alors, par exemple, au départ, on commence par un algorithme d'orientation. Donc, on a beaucoup d'exemples d'algorithmes d'orientation qui fonctionnent, mais on sait qu'il faut l'adapter. Il faut adapter cet algorithme au fonctionnement de votre clinique et en fonction des principes de l'accès adapté. Et c'est ce que fera votre coach avec vous. Il veillera à ce que la solution soit vraiment adaptée à votre clinique, à vos fonctionnements pour améliorer l'accès pour vos usagers, pour vos patients. Merci Isabelle. Alors oui,
nous aurons beaucoup de possibilités de travailler avec son coach. Votre coach vous rencontrera et veillera à ce que vos solutions soient conformes à vos attentes. Laurie, est-ce que vous avez quelques réflexions sur ces idées de changement qui auraient bien fonctionné dans les cliniques que vous avez aidées? Oui, bonjour. Très heureuse d'être ici. Je me réjouis de travailler avec les équipes qui se joindront à l'offre. Alors, quand je pense au travail réalisé par les équipes, je dirais que souvent, ce sont les petits changements par les équipes qui ont le plus grand impact. On parle souvent d'initiatives de grands changements dans nos systèmes de soins de santé, mais parfois ce sont les petites choses qui font une différence. Par exemple, éplucher l'horaire. Ça peut avoir un impact important. Le prestataire individuel peut le faire ou de concert avec son équipe d'administration, c'est-à-dire qu'il regarde dans son horaire s'il y a certaines choses qui peuvent être faites différemment ou éliminées ou changées. Ces petites idées peuvent avoir un énorme impact. C'est le genre de choses que vous mettrez à l'essai dans le programme. Mais comme Isabelle le disait, tout cela sera impulsé par les volontés de votre équipe et par la nature de votre pratique. Merci, Laurie. Je sais que nous recevons beaucoup de questions de la part de personnes qui sont vraiment emballées de se renseigner sur l'impact sur les prestataires de la clinique ou l'organisme de soins primaires, c'est-à-dire la réduction de la charge de travail, de la charge administrative, la meilleure satisfaction au travail. Alors, il y a une question sur l'approche que l'on choisit pour mesurer cela. J'ai un peu parlé du questionnaire qu'on administrera avant et après auprès des prestataires. Souvent, on fait des groupes de discussion aussi pour comprendre quel est l'impact. Mais Isabelle, Laurie, est-ce que vous avez une expérience directe, c'est-à-dire est-ce que vous avez vu ces améliorations du point de vue des prestataires et du côté du personnel administratif que vous avez envie de partager? Comment vous l'avez mesuré? Oui, volontiers. Alors, une chose que nous avons observée, alors nous nous servons de mesures, par exemple, le mini-Z, c'est-à-dire trois questions qui mesurent le niveau d'épuisement professionnel dans la clinique. Mais deux observations que nous avons faites pendant nos séances d'encadrement au Québec et au Nouveau-Brunswick, nous avons observé moins de roulement dans le personnel administratif dans les cliniques que l'on suit depuis 12 à 18 mois et qui ont suivi euh, toute la formation. Et une autre citation que j'aime beaucoup, il y a deux médecins de deux cliniques différentes qui nous ont dit, vous m'avez donné de l'air pour respirer. Et pour moi, ça, c'est une excellente illustration du fait qu'ils se sentaient vraiment surchargés, qu'ils n'arrivaient pas à offrir un accès suffisant à leurs patients. Et maintenant, ils se sentent moins stressés et bon, ils pensaient que leur travail était beaucoup plus agréable à l'issue de cette période d'encadrement qu'ils ont reçue de notre part. Merci, Laurie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je dois admettre que lorsqu'on a commencé le projet collaboratif d'apprentissage en 2023 à l'Alliance comme coach, j'étais très inquiète car suite à la pandémie, euh, les prestataires étaient vraiment surchargés de travail, se sentaient épuisés. Et donc, c'est ce que cherchaient les équipes, toutes les équipes. Elles voulaient se sentir mieux, elles voulaient que les prestataires se sentent mieux. Moi, je me disais, ça alors, comment vais-je le faire? C'est un enjeu si énorme. Mais nous avons travaillé avec les équipes et je dois admettre que ça m'a étonnée, mais c'était également très gratifiant de voir que les prestataires, à la fin du projet, disaient, oui, je me sens mieux, j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur ma journée, je peux respirer. Et je me rappelle, dans une rencontre, une équipe avait dit, bon, on va mettre notre travail de côté, ce qui peut aller, pour avoir cette conversation. Pour avoir cette conversation là-dessus. J'aurais voulu l'enregistrer, cette conversation. Nous avons d'ailleurs des enregistrements d'équipes qui parlent de leur impression, de leur ressenti. Alors,
Nous n'avons pas de données concrètes comme celle évoquée par Isabelle, mais comme coach, je dois dire que je suis passée d'un gros problème de... J'étais terrifiée et j'ai eu l'impression... Alors, merci Laurie et Isabelle. Alors, à ESC, on apprécie les anecdotes que nous apprenons des gens qui sont affectés par ça, les histoires des prestataires, des patients et des agentes administratives. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu aussi d'un autre prestataire quand ils ont mis en place l'accès avancé, ils ont été moins stressés parce qu'ils savaient que les patients auraient des rendez-vous de suivi quand ils en avaient besoin et qu'on ils n'étaient pas obligés de faire de double réservation, de prendre de leur temps personnel pour régler les problèmes. Donc, ça leur a vraiment donné de la marge et une occasion de se ressourcer entre les patients. Donc oui, j'ai entendu beaucoup de ces histoires et nous pouvons continuer à parler des différentes façons de capturer ces histoires et les façons quantitatives de le faire aussi. Alors merci pour ces questions. Ça a un impact important au niveau du travail d'accès avancé. Maintenant, je regarde les discussions dans le clavardage au niveau des services d'urgence et vous répondez. Donc, c'est très bien. Il y a une question sur les services électroniques médicaux de TELUS. Il y en a qui ont travaillé avec TELUS au niveau des services de dossiers informatiques. Mais voyons. Donc, il y a une question sur le sondage sur deux questions sur les visites des urgences que nous voulons recueillir pour nos stratégies. Alors, les sondages des patients sont donnés à un groupe de patients qui reçoivent des soins ou du soutien grâce à l'initiative des équipes, donc pendant qu'ils sont dans le programme. Et ça peut se faire de façon orale, papier ou électronique. Donc, on va planifier des rencontres avec chaque équipe pour leur permettre de déterminer la meilleure façon pour eux de réaliser ce sondage. Et le sondage n'a que deux questions, à savoir si un patient a évité de visiter l'urgence parce qu'ils ont pu obtenir des soins au bon moment dans leur clinique de soins de première ligne et répondez oui ou non. Et les équipes nous disent simplement combien ils ont eu de oui ou de non. Et on va vous assister pendant le processus. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop lourd pour vous. D'accord. Donc, il y a plusieurs questions. Oh, il y a une question. J'aimerais savoir comment les coachs vont soutenir les équipes sur comment mieux desservir les patients et leurs familles qui ne sont pas capables de s'exprimer dans la langue officielle. Bon, une fois que les équipes sont constituées, si nous comprenons qu'il y a différentes langues qui doivent être prises en compte, nous pouvons euh, le régler à ce moment-là. Donc, il faut s'assurer d'avoir un coach qui peut aider son équipe à participer à cet égard. Donc, peut-être que ce sera à travers de la traduction qu'on pourrait obtenir et ainsi de suite. Mais si vous avez, ou la personne qui a posé la question, si vous avez des questions plus précises, des langues en particulier ou des enjeux qui vous viennent en tête, vous pouvez nous contacter directement et on pourra certainement s'assurer de répondre à votre question. Et on pourra aussi vous aider au niveau de votre demande. D'accord. Bon, il y avait une question de Tricia que j'aimais bien. Elle demandait si nous faisons partie d'une grande équipe, est-ce que seulement une petite portion de l'équipe puisse soumissionner? Et la réponse est oui. En fait, on ne va travailler qu'avec le petit groupe parce qu'on travaille vraiment avec une équipe qui est constituée et qui fonctionne de façon uniforme. Donc, si votre équipe est située dans 5 sites différents, le plus souvent, vous allez avoir différentes façons de fonctionner. Donc, on veut travailler avec un seul système à la fois. Donc, c'est tout à fait possible, Tricia, de faire une demande qui ne comprend qu'une partie de l'équipe de soins. Oui, merci Isabelle. Bon, une autre question qui est arrivée, ou deux questions.
Les coachs sont-ils inclus dans la subvention? Non. Quand vous préparez votre demande, vous n'avez pas besoin de proposer de coach. Nous avons des coachs déjà euh, et on va jumeler les équipes qui ont accepté avec un coach approprié. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver un coach dans votre demande. Une deuxième partie de la question, c'est les fonds reçus. Comment vont-ils être utilisés? Pouvez-vous nous donner des exemples de comment nous pourrions les utiliser? Normalement, le financement admissible est souvent utilisé pour des remplacements d'employés pour ceux qui participent dans l'initiative. Par exemple, dans l'offre de produits. Par exemple, il y a les 5 webinaires et le coaching virtuel. Ça, c'est 2 ou 3 ou même 4 fois par mois. Donc, pour les euh, commanditaires et les responsables, au minimum pour aller à cette réunion, vous pouvez utiliser le financement pour vous faire remplacer, finalement, pour compenser les gens ou pour euh, donc faire du remplacement pour les gens qui participent dans les activités. J'espère que c'est clair. Et je dois aussi dire que dans la demande de candidature, je pense que dans la dernière page de la demande de candidature, il y a un tableau qui montre les dépenses admissibles et non admissibles. Jetez un coup d'œil si vous avez des questions sur ce qui peut être admissible ou pas, mais normalement, c'est l'utilisation que l'on fait du financement. Si vous êtes une clinique sur plusieurs emplacements, vous avez peut-être des frais de déplacement pour collaborer avec différents membres de l'équipe. Donc, en autant que ce soit intégré dans votre travail d'amélioration des services de première ligne, ce serait aussi admissible. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez répondre? Il y en a une de Xavier qui demande qu'en est-il des sessions en personne et virtuelles? Votre coach va vous guider. La première rencontre en personne, on aimerait que tout le monde dans la clinique soit présent. Nous pensons qu'améliorer l'accès, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est important pour nous que tout le monde soit présent pour que tout le monde soit informé des problématiques et des initiatives que nous voulons améliorer. Mais ensuite, le coach va vous guider et va constituer une équipe d'amélioration, donc une petite équipe de 4 ou 5 personnes. Et le coach, des fois, va rencontrer seul à seul ou l'équipe d'amélioration, mais le coach va vous guider au besoin pour vous diriger vers le processus d'amélioration. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Abby, mais on est très conscient que vous êtes déjà bien occupé et stressé, mais ne vous inquiétez pas, ça n'augmentera pas beaucoup le nombre de réunions que vous avez dans une semaine ou un mois. On en est vraiment conscient. Et aussi, je dois ajouter que lorsqu'on invite des équipes à se joindre à nous, on va travailler de près avec vous pendant l'été pour déterminer qui a besoin d'être à ces réunions, pour que ce soit cédulé à un moment qui fonctionne bien pour votre personnel et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de soutien pour aider au niveau de la planification des horaires et qui a besoin d'être là et les heures du jour. Donc, c'est un processus très collaboratif. Est-ce que vous voyez autre chose? Ben, je voulais répondre à la question de Laura qui demande, elle a un petit centre hospitalier dans le sud-ouest de l'Ontario où les prestataires ont des journées en clinique externe et externe. Est-ce que ça peut fonctionner dans le programme? Oui, tout à fait. Ce n'est qu'un exemple d'un horaire et c'est exactement le type de travail qui a besoin d'être fait. Donc, quand on prépare ce travail, qu'est-ce que l'on fait pour régler les horaires que l'on a déjà ou les gérer et comment peut-on modifier cet horaire pour mieux satisfaire à la demande. Donc, tout à fait, ce serait quelque chose qui serait travaillé. On ne veut pas se débarrasser des journées de vulgarisation non plus. Donc, il faut vraiment savoir comment travailler avec cette offre et demande. Alors, merci, Laurie. Continuez à nous envoyer vos questions. J'ai une question. Y a-t-il des conseils sur l'admissibilité?
quand il y a de petites équipes interdisciplinaires. Ce que je dois vous dire, au niveau de la sélection qu'Excellence en Santé Canada aura, nous voulons avoir des équipes qui représentent la diversité canadienne et différents types de communautés au Canada. Donc, nous aimerions bien voir des cliniques de régions éloignées qui participent. Mais je sais que vous, Isabelle, vous avez travaillé avec des emplacements ruraux ou de petite taille au Québec. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces sites? La taille de la clinique importe un peu. Ce qui importe, et vous allez le constater dans les demandes d'inscription. Il faut qu'au moins 50 de votre personnel soit embarque dans l'initiative. Si ce n'est que le souhait d'une personne dans la clinique d'améliorer l'accès, ben vous allez travailler avec des vents de face. Donc, nous voulons nous assurer que vous ayez suffisamment de gens. Ce n'est pas obligé d'être tout le monde qui embarque et qui soit prêt à effectuer des changements. Mais il faut qu'il y ait une volonté de changement dans votre clinique si l'on veut espérer qu'il y ait de l'amélioration. Je ne sais pas, Laurie, si vous avez des commentaires. Mais je voulais ajouter, comme Isabelle l'a dit plus tôt, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, la taille de votre équipe est moins importante que de s'assurer que les bonnes personnes soient à la table. Toute personne qui travaille dans ce domaine devrait être dans l'équipe, que ce soit, on serait préoccupé s'il n'y avait pas d'administrateurs à la table. Mais la taille de l'équipe, ce n'est pas un critère de réussite. Et en termes de préparation, quand on parle des choses critiques, ça vous prend du soutien de la direction, ça vous prend des données pour vous appuyer. Ce n'est pas obligé d'être un biostatisticien qui soit impliqué, mais il y a toute cette façon, cet état d'esprit qui cherche l'amélioration. À l'avenir, lorsque vous avancez dans votre demande, il faut que vous vous demandiez, est-on ouvert au changement? Est-on prêt à changer tout en continuant à travailler? On a parlé de la nécessité de continuer à travailler, mais il faut être prêt à changer tout en travaillant. C'est difficile de changer. En tant qu'être humain, on n'aime pas le changement. Mais toute amélioration demande du changement et ce travail n'y a fait pas exception. Donc, c'est une des choses qu'il faut prendre en compte au niveau de la préparation. Il y avait une question au sujet bon, si ce sont des soins euh, donnés en équipe, c'est admissible. On ne divise rien en fonction du mécanisme de financement. Les cliniques sans rendez-vous, ça, c'est une autre question, dépendamment de comment elles sont constituées. Je vous suggère que si vous êtes une clinique sans rendez-vous, contactez ESC pour avoir cette conversation. Et il y a une question sur comment puis-je convaincre les médecins d'assister à cette réunion en personne. On va vous fournir des crédits de formation continue. Dans certaines provinces, je ne veux pas en dire trop aujourd'hui, mais dans certaines provinces, les médecins vont pouvoir facturer leur temps à cette rencontre et on sert le repas aussi. Donc, ça, c'est un bon point de vente. Oui, d'accord. Et au niveau des sans rendez-vous, je voulais mentionner qu'on a mis dans le clavardage un commentaire comme Louis dans le modèle sans rendez-vous. Il faut avoir des patients euh, inscrits. Donc, si vous avez un modèle de clinique sans rendez-vous et vous voulez savoir si vous êtes admissible, ben, présentez-nous votre situation. Une autre question qui est entrée. Mon équipe a participé dans plusieurs initiatives d'amélioration à l'accès depuis les dernières 20 ans. Comment puis-je vendre cette initiative comme étant nouvelle? Ben, que répondriez-vous, Isabelle ou Laurie? Bonne question. Je ne sais pas tout ce qui a été essayé partout au pays. Je sais que pour le Québec, notre formule n'a jamais été essayée. On a déjà vu des programmes de formation, oui,
mais ce que l'on vous offre avec un coach, c'est vraiment adapté à votre contexte. Donc, il n'y a pas de solution fourre-tout. C'est vous qui êtes au volant. Donc, ça, c'est ce que je vois de mon point de vue du Québec. Laurie, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Ben, c'est là où je voulais en venir lorsque je parlais d'être prêt à améliorer et à changer. Des fois, les gens ont eu des expériences moins bonnes avec l'amélioration continue. Ça va prendre davantage pour les convaincre d'embarquer. Mais certaines des choses dont on a parlé au début avec les prestataires, on sent, comme Isabelle l'a dit, ça leur fournit de l'air dans la journée. Ça leur permet de quitter la clinique à une heure décente. Ça leur permet de rattraper les retards. C'est ce genre de résultats que l'on espère et c'est ce que vous pouvez présenter à vos prestataires. Je pense que c'est un défi. Je ne veux pas le minimiser. Quand les gens ont fait de l'amélioration continue dans le passé, peut-être que les résultats n'ont pas été merveilleux et à ce moment-là, ils ne seront pas disposés à embarquer. Mais des fois, ce qui est utile dans ce programme, c'est l'expérience fournie par les programmes précédents. Il y a eu des apprentissages qui en ont découlé. C'est peut-être égoïste, là, mais le coaching, quand on fait des sondages par la suite, c'est vraiment la recette, la clé du succès pour faire accélérer ce genre de travail. Mélissa nous demande, cette mesure peut-il être utilisée pour les cliniques de toxicomanie avec beaucoup de problèmes de santé mentale et d'itinérance? Donc, pour être admissible, vous devez être une équipe qui offre des soins primaires en équipe. Mais si ça correspond à cette catégorie, alors là, oui, on est bien prêt à vous accueillir et on vous invite à nous contacter et peut-être que vous pourrez me contacter après l'appel pour mieux comprendre le scénario que vous mentionnez. Mais j'espère que ça pourrait fonctionner. Paula, je suis heureuse de vous voir. Je sais que vous avez déjà participé à des programmes. Paula demande, avez-vous besoin des fournisseurs en temps complet? Si vous avez des prestataires à temps partiel, est-ce qu'on peut faire une demande? Oui, tout à fait. Si vous avez une approche en équipe, en soins primaires, même si tout le monde était à temps partiel, ce serait acceptable. On peut avoir une conversation plus détaillée avec vous simplement pour valider, mais ça devrait fonctionner. Je vois une question qui a peut-être déjà été couverte. Y a-t-il ou les deux sessions de coaching par mois sont-elles obligatoires pour les médecins? La réponse, c'est non, pas nécessairement. Les médecins ne seront pas obligés d'assister à toutes les sessions virtuelles. Il est probable que le coach ou la coach va appuyer l'équipe pour que certains médecins participent à certaines sessions, mais il est probable que la première session en personne avec chaque équipe qui aura lieu probablement à l'automne, là, nous aimerions que les médecins soient présents, au moins une partie. Et comme Isabelle l'a mentionné, nous étudions la possibilité que les médecins aient des crédits de formation continue pour participer à ces sessions de 3 heures. J'espère que ce sera un incitatif. Et vous pouvez aussi utiliser le financement de démarrage pour la participation pour énumérer les médecins pour y participer. Par exemple, ces appels de coaching. Et aussi, les sessions sont-elles en personne ou en groupe, ou individuelles ou en groupe? Ça va dépendre de votre coach. Des fois, il y aura des sessions où seulement les responsables d'équipe vont participer, mais c'est important pendant tout le programme que votre commanditaire institutionnel, la personne qui va pouvoir enlever les barrières et créer une initiative durable, devra être présente dans certaines discussions pour faire avancer les choses. Donc, j'espère que ça a répondu aux questions, à ces questions-là. Je vais en répondre à une autre et ensuite peut-être qu'Isabelle ou Laurie, s'il y a autre chose. Votre programme
prend-il en compte les langues parlées par les patients? Par exemple, certains prestataires ne sont pas à l'aise avec des patients qui ne parlent que le français. Certainement, les coachs que nous avons pour le programme, plusieurs, sont très à l'aise à parler en français et en anglais. Donc, nous avons des coachs bilingues. Donc, dans vos équipes, si vous avez du personnel qui parle ou qui prépare le français ou l'anglais, on peut prendre tout ça en compte dans le jumelage des équipes. Du point de vue formation, vous allez être couvert avec le français et l'anglais. Donc oui. Y a-t-il d'autres questions dans le clavardage, Isabelle ou Laurie? Il nous reste quelques minutes pour la période de questions. Moi, j'en vois une autre. Donc, il y avait une question. C'était notre équipe de soins primaires en Ontario sont sous-payés comparés aux autres organisations dans le domaine de la santé. Le mandat est d'étendre les soins par équipe sont déjà à la limite. Comment peut-on les inciter à participer compte tenu de notre situation? Ben moi, je peux commencer. Bon, je ne sais pas. Isabelle, peut-être que vous êtes la mieux placée pour y répondre. Bon, ce n'est pas Disney World. Ce que je peux vous dire, nous avons coaché plus de 1000 médecins au Québec et je crois qu'il n'y a eu que 3 médecins à qui on a dit ben, peut-être que vous allez devoir travailler un peu plus fort. Et ce que j'avais en tête, par exemple, c'est quelqu'un qui a 3000 patients sous sa garde, mais on ne le voit que 6 jours par mois. Ce n'est pas durable au niveau mathématique, mais la plupart des gens avec lesquels nous travaillons avec eux pour qu'ils soient plus efficaces, mais pas nécessairement obligés de travailler davantage. C'était un des grands résultats. Encore une fois, les gens revenaient et vous me donnez de l'air. Ils se sont retrouvés à travailler moins à un certain point, ou en tout cas de façon plus efficace. Je ne sais pas, Laurie, si vous pouvez parler de votre expérience en Ontario. Ben, rapidement, je crois que c'est une très bonne question. Il faut vraiment y être attentif. Moi, je vous demanderais, y a-t-il un prestataire qui serait prêt à l'essayer et que ce soit eux à ce moment-là qui soient votre agent de vente? Mais je crois que votre question, et quand je réfléchis à la capacité de prendre une charge de travail, c'est important. On ne peut pas dire, oh non, c'est une panacée. Non, mais ça peut aider, ça peut améliorer la vie des prestataires. Mais moi, je travaille en Ontario tout le temps et je comprends bien ce que vous venez de mentionner. C'est effectivement difficile, mais je crois que ce travail fonctionne et que ça peut vraiment faire des merveilles, mais ce n'est pas la recette magique qui va tout régler. Ben, j'ai vu beaucoup de médecins qui croyaient qu'ils étaient bien équilibrés et qui n'étaient pas capables de donner un bon accès. Une fois qu'ils ont vu leurs chiffres, ils ont dit oh, en fait, c'est pas si pire. Donc, j'ai vu davantage de médecins qui ont été agréablement surpris en voyant leurs chiffres et encore plus encouragés à ajuster des choses à gauche et à droite pour que ça fonctionne mieux dans leur pratique. Donc ça, c'est peut-être un commentaire que je pourrais ajouter à celui de Laurie. Et ça revient à mon commentaire préalable. Des fois, les petits changements peuvent faire une grande différence dans la journée d'un médecin. Bon, nous espérons que nous avons réussi à vous convaincre de soumettre votre candidature. Contactez-nous si vous avez des questions. Moi, je vais terminer les choses aujourd'hui en vous invitant à écouter une vidéo qui va vous présenter notre portail communautaire que nous venons de lancer à ESC. Ça va vous permettre de débuter votre demande. Donc, je remercie tous ceux qui ont contribué au webinaire. Merci d'avoir participé.
Que vous soyez un client ou que vous cherchez de nouvelles occasions d'apprendre le portail, va vous donner une façon facile de faire des demandes dans les programmes. Alors, encore une fois, merci à tout le monde et allons-y avec la vidéo. Bienvenue sur le portail de SC pour la communauté, un espace sécurisé où vous pouvez déposer une demande à offre de SC et gérer votre participation. Débutons en configurant votre compte. Cela vous permettra de ne rien manquer sur les offres les plus récentes. En premier lieu, sélectionnez Commencer, puis Créer un compte. Vous devrez saisir et vérifier votre adresse courriel. Vous recevrez un code de vérification par courriel. Saisissez-le dans le formulaire pour terminer votre inscription. Il ne vous reste plus qu'à renseigner votre profil utilisateur pour pouvoir commencer à utiliser votre compte. Depuis la page d'accueil du portail pour la communauté, vous pourrez parcourir les offres de SC ainsi que les possibilités d'apprentissage. Pour déposer une demande, sélectionnez Entrer ici pour avoir accès à la plateforme directement du portail. Ici, vous pouvez consulter les offres actives de SC et soumettre une demande, inviter d'autres personnes à collaborer à la préparation de votre demande et gérer les rapports, comme le rapport d'étape et les rapports financiers. Sur la page d'accueil, vous trouverez une liste des offres actives de SC, les principaux détails du programme, les dates importantes et les critères d'admissibilité. Vous trouverez également des conseils utiles sur la façon d'utiliser la plateforme et d'accéder aux renseignements requis. Pour commencer, cliquez sur Déposer une demande dans le menu de gauche. Depuis la page Déposer une demande, cliquez sur le bouton correspondant à l'initiative qui vous intéresse. Ensuite, remplissez le formulaire pour vous inscrire ou demander à participer. Il est important de se rappeler que le portail ne fait pas de sauvegarde automatique. Assurez-vous de cliquer souvent sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer en bas à droite pour ne pas perdre votre travail. Vous pouvez enregistrer votre demande et y revenir par la suite, pourvu qu'elle soit soumise avant la date limite. Pour aider à terminer votre demande, vous pouvez inviter un membre de l'équipe à collaborer. Lorsque vous saisissez les renseignements sur le membre de l'équipe, cochez la case intitulée Inviter le membre de l'équipe à collaborer. Il recevra un avis par courriel et aura accès à votre demande pour y travailler. Le courriel comprendra un lien permettant à cette personne de créer un profil utilisateur dans le portail de SC pour avoir accès à la demande sur le portail. Lorsque votre demande sera terminée et vous êtes prêt à la soumettre, le bouton Soumettre apparaîtra, mais seulement après avoir complété et enregistré le formulaire. Gardez en tête, une fois soumise, vous ne pourrez plus y apporter de modifications. Pour afficher toutes les demandes auxquelles vous collaborez, sélectionnez Tous dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran. Une fois que tous les renseignements auront été soumis, le responsable d'équipe sera informé par courriel que la demande a été soumise. Si le personnel d'ESC a besoin de plus de renseignements sur votre demande, le responsable d'équipe recevra un courriel avec les explications. Vous devrez alors vous connecter à la plateforme pour modifier ou ajouter des détails. Une fois le processus d'examen terminé, le responsable d'équipe sera informé par courriel du résultat de la demande. Si votre demande est retenue, votre participation à l'offre sera enregistrée. Chaque offre est associée à un calendrier de production de rapports établi pour tous les organismes participants. Pour soumettre un rapport, accédez à la section Rapport en haut à gauche et cliquez sur À soumettre. Ici, vous pouvez consulter vos rapports à venir et soumettre les données requises. Vous pouvez également consulter des rapports déjà soumis dans la section Soumis. Si vous participez au défi Soins appropriés, vous pourriez être admissible à des prix. Pour y participer, accédez à la section Admission ou prix, sélectionnez votre inscription active et recherchez les prix disponibles. Si un prix est en cours, cliquez sur le bouton Soumettre pour envoyer vos demandes. Après la soumission, l'équipe ESC vous informera des résultats.
Maintenant que nous avons parcouru le portail de SC pour la communauté et la plateforme du programme, voici quelques rappels à garder en tête. N'oubliez pas que le portail ne fait pas de sauvegarde automatique. Assurez-vous de cliquer souvent sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer en bas à droite pour ne pas perdre votre travail. Vous pouvez enregistrer votre demande à tout moment et y revenir plus tard en notant qu'elle soit soumise avant la date limite. Lorsque votre demande sera terminée et prête à soumettre, le bouton Soumettre apparaîtra. Vous devrez au préalable avoir enregistré et fermé votre formulaire. Une fois votre demande soumise, vous ne pourrez plus la modifier. Pour afficher toutes les demandes auxquelles vous collaborez, sélectionnez Tous dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran. Si vous avez besoin d'aide à tout moment dans le cadre du processus de demande, consultez notre foire aux questions dans le document d'appel de candidature. Ces ressources comprennent de précieux renseignements tels que l'admissibilité des dates critiques et des conseils pour une demande acceptée.